que je vais présenter, vous le retrouvez de toute manière dans nos outils de rapport d'activité, dans notre site internet qui est assez fourni sur notre onglet Action, Actualité, nos infolettes. Donc, si vous ne voyez pas tout, et je ne pourrai pas parler de tout, vous aurez de l'information en ligne. Toutes les actions de la filière se sont inscrites dans le déploiement opérationnel très accéléré en cette fin de PNMR 3 avec tout un tas d'actions qui sont déclinées ici, que vous connaissez, que je ne vais pas relister, mais elles vont faire l'objet d'une certaine partie de ma présentation pour lesquelles je vais vous présenter des bilans. Et le premier concerne en fait la production des programmes ETP et des PNDS que vous avez fait de manière très dynamique durant cette dernière année notamment. En lien avec les appels à projets de la DGOS pour soutenir la production de ces outils. Donc, concernant les PNDS, il y a eu 16 dossiers qui ont pu être financés par la DGOS dans les deux campagnes d'appels à projets 2019 et 2020. 12 d'entre eux ont déjà été publiés, ce qui porte aujourd'hui le nombre de PNDS publiés par les centres de la filière à 16. Et on a encore, on va dire, 4 PNDS qui sont en cours de rédaction. Dans la filière, on accompagne individuellement, vous le savez maintenant, la production de ces outils en lien avec les opérateurs, que ce soit la DGOS quand il s'agit des appels à projets ou la HS directement quand il s'agit des dépôts. Et puis tout ce qui est coordination à la production, on le fait au cas par cas. Vous le savez, c'était le travail de Perrine Debrez, notre ancienne chargée de mission. Et aujourd'hui, ça va être la mission de Lo Kang Hang qui vient d'arriver, qui est en violet debout au fond de la salle et qui va reprendre en fait une partie des missions de Perrine. Nous avons une page internet ressources sur notre site internet où vous trouvez tous les documents d'accompagnement qui peuvent vous être utiles pour vous lancer dans un PNDS. Et je vous ai mis ici en fait sur cet histogramme votre dynamisme de production des PNDS qui avant les appels à projets des OGS était un petit peu poussif, on va dire, en termes de dynamisme et de production. Puis vous voyez, et c'est la petite flèche que j'ai mis en fait, et ben qu'on a pu faire un bond dans la production des PNDS grâce justement aux appels à projets de la DGOS. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'entièreté des CRMR de la filière qui ont au moins produit un PNDS, 30% qui ont réussi à en produire 2, 30% qui en ont même produit 3, et il y en a même 2 qui sont portés par des centres de compétences. Donc, merci beaucoup pour tout votre dynamisme. Et vous retrouvez bien sûr l'entièreté et toute la liste des PNDS qui sont publiés sur notre site. Pour les ETP, c'est à peu près la même chose. On avait 12 dossiers qui avaient été soutenus et financés dans le cadre des appels à projets des deux campagnes de la DGOS. Il y en a 6 qui sont déjà aujourd'hui déclarés auprès des ARS, donc ce qui porte à 10 en totalité le nombre de programmes ETP qui sont déjà déclarés par les ARS au niveau de la filière. Et il y en a encore 7 des programmes qui sont en cours de construction et de rédaction. C'était aussi Perrine qui vous accompagnait sur ce volet par rapport à la production de ces programmes et par rapport aux opérateurs, donc DGOS, ARS, et puis aussi par rapport à tout ce qui est gestion de votre programme et qui vous formez en fait à l'outil OSCAR que l'on met à disposition des centres de référence de la filière pour vous accompagner dans la gestion de cet outil. De la même manière que pour les PNDS, tout est centralisé au niveau d'une page internet de notre site où vous trouvez tous les éléments ressources, n'hésitez pas à y aller. Et Lo Kang, en fait, va également reprendre les activités de Perrine sur ce volet. Donc, comme pour les PNDS, vous voyez ici que le dynamisme de production des programmes ETP a vraiment été accéléré par ce soutien financier pour construire vos programmes. Et aujourd'hui, on a 8 sur 10 des centres de référence de la filière qui ont au moins un programme. On a 4 CR qui proposent 2 programmes, un qui en propose 3 et un qui en propose 4 même. Et 8 programmes en fait, de la filière sont gérés aussi aujourd'hui par l'outil d'OSCAR. Et de la même manière pour les PNDS, vous trouvez toute la liste des programmes ETP qui est disponible sur notre site internet. Donc je vais passer maintenant à tout ce qui concerne le bilan concernant votre dynamisme en termes de RCP. Vous le savez, aujourd'hui, on met à disposition dans la filière l'outil ROFIM pour vous accompagner à la mise en place de vos RCP, qu'elles soient diagnostiques, thérapeutiques ou de manière plus ciblée concernant les RCP, concernant la mise en place des RCP dans le cadre du PFMG. C'est un outil que nous développons à façon en lien très serré avec ROFIM et qui, bien sûr, est perfectible, mais qui n'est pas pire que les autres outils qui existent sur le marché, puisque au départ, nous étions 3 filières
à avoir rejoint cet opérateur et depuis, il y en a 4 autres qui nous ont rejoints, ce qui prouve que cet outil n'est pas pire que les autres. Donc, c'est Bénédicte qui s'occupe de tout. Quand je dis tout, c'est tout avec un grand T. Par rapport à Rofim, que ce soit le développement à façon en lien avec l'opérateur ou la gestion des administrateurs et la gestion du développement de Rofim, il ne peut pas y avoir de RCP qui sont créés sans vous tourner vers Bénédicte en amont qui va gérer la mise en place de l'RCP et l'accompagnement des administrateurs de ces outils. Je vous ai mis sur la droite en fait l'ensemble des familles de RCP, des groupes de RCP qui sont déployés aujourd'hui dans Brain Team, avec en rouge le nombre total de sessions par groupe de RCP qui ont été réalisées durant l'année 2021. En bleu à côté, la durée totale pour ce groupe de RCP sur l'année 2021. Et puis, on ne le voit pas très bien, mais c'est en rose, le nombre total de cas qui ont été passés dans ces sessions de RCP. Tout ça pour vous dire qu'en 2021, ça a été très actif, puisqu'aujourd'hui, on a 20 groupes de RCP qui existent dans Brain Team. 18 de ces groupes ont été actifs en 2021, donc c'est 7 nouveaux groupes depuis la création de ces RCP dans Brain Team, ce qui correspond à 111 sessions RCP qui ont été réalisées en 2021, c'est plus 91 par rapport à 2020, 923 cas qui ont été traités dans ces RCP, plus 781 cas par rapport à l'année précédente, avec des organisations très variables, des RCP locales, interrégionales, avec des nombres de cas cliniques qui sont très variables, de 1 à 25, et puis des durées moyennes aussi très variables, ça peut aller jusqu'à 3 heures pour certaines familles. Pareil, la liste des RCP est sur notre site internet. Je vais pas la mettre ici, mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'entièreté des centres de Brain Team organisent des RCP, quelles qu'elles soient. Il y a une RCP neurobiopsie, qui est une RCP d'urgence, qui se met en place aussi, qui n'est pas récurrente, mais qui sera pour les cas urgents. Et puis, on essaye de mettre en place aussi une RCP pour les psychologues de la filière. On vous en reparlera plus tard. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les RCP. Je vais passer maintenant à un sujet phare. Je vais juste dire un mot, parce que ça peut ne pas sembler évident, cette RCP urgence neurobiopsie. On a été sollicité par des collègues de la Salpêtrière qui voulaient proposer au niveau national une RCP dans les situations où on peut poser l'indication d'une biopsie cérébrale, ce qui est quand même toujours une décision complexe et difficile, en disant, et je suis bien placé pour le savoir, qu'on n'a pas forcément à disposition sur tous les sites en France toutes les compétences pour prendre des décisions, et que c'est quasiment toujours des maladies rares neurologiques du système nerveux central qui a derrière ces indications de biopsie. Donc ils m'ont sollicité pour avoir le soutien de la filière de manière matérielle pour mettre en place cette RCP, et j'avais accepté. Donc c'est la raison, elle n'est pas rattachée spécifiquement à un de nos centres de référence, mais je trouvais bien que la filière puisse être en appui d'une démarche diagnostique qui concerne finalement pour beaucoup nos maladies. Merci pour cette précision. Donc je vais continuer avec l'impasse diagnostic, qui est un des sujets phares du PNR3 et qui s'inscrit en fait intimement dans un effort collectif pour alimenter la BNDMR, comme le soulignait Anne-Sophie Lapointe tout à l'heure. Aujourd'hui, la BNDMR en fait recueille plus d'1 million de dossiers patients dans sa base de données, ce qui correspond à peu près à un petit peu moins de 6 000 maladies rares par rapport aux 6 à 7 000 existantes. Et pour 2021, il y a eu un gros effort de la part des centres de référence avec plus de 300 000 dossiers qui ont été inclus et 90 000 pour les centres de compétences, ce qui fait plus de 30% d'inclusion pour les centres de référence en termes d'efforts, ce qui est assez remarquable. Et puis nous, dans Brain Team, c'est la petite flèche que je vous ai mis en bas à gauche, on est à peu près dans la moyenne de toutes les autres filières en termes de ressources utilisées pour pouvoir effectuer cette saisie dans la BNDMR, puisque 70% des activités renseignées le font depuis Bamara, puisque les DPI ne sont pas encore tous déployés de manière efficiente dans tous vos établissements. En termes de bilan Brain Team concernant cet effort collectif de remplissage dans la BNDMR, aujourd'hui on a l'entièreté des centres de référence coordonnateurs et constitutifs qui ont entré des données dans la BNDMR et 57% des centres de compétences qui ont saisi des données, ce qui représente une file active aujourd'hui dans la BNDMR concernant les centres de Brain Team d'un petit peu plus de 17 000 patients. Et si on doit comparer en fait cette file active par rapport à
à notre fil actif qu'on a pu estimer lors de la dernière campagne de relabellisation que vous avez mentionnée dans tous vos dossiers de relabellisation. On pourrait imaginer, quand on fait le total, d'avoir une file active pour BrainTeam qui s'apparenterait à quelque chose comme 32-35 000 patients. Donc là, on est un petit peu plus à la moitié de ce qui peut être notre objectif. Je vous ai mis ici sur cet histogramme la contribution en nombre de patients par type de centre. Donc vous voyez que ce sont les centres constitutifs qui sont les plus contributeurs en termes d'entrée de données. C'est les plus nombreux parce qu'on a quand même 20 centres constitutifs dans la filière et 10 centres coordonnateurs. Et puis peut-être ce qui est plus intéressant à regarder, c'est cette progression dans les entrées d'Ambamara par les centres de la filière et que j'exprimais ici en pourcentage de cet objectif de 32 000, puisque vous voyez qu'en 2020, on était à peine à 20% de notre objectif de file active globale dans BrainTeam. Au 1er septembre, on était à peine à 30%. Et puis, grâce à vos efforts cumulés et puis à l'arrivée des ARC et des TEC dans les centres de référence et de compétences, on a pu doubler cette saisie d'Ambamara depuis le 1er septembre, ce qui est assez remarquable. Donc, un grand merci, un grand bravo pour votre mobilisation. Ça a été rendu possible par cette mobilisation, mais on vous accompagne aussi pour vous aider à saisir avec des outils que je vous ai déjà présentés. Ce sont un outil de codage, un guide de codage qui reprend toutes les bonnes pratiques de codage pour l'ensemble des centres BrainTeam, qui a été construit par Bénédicte, qui a été validé par la BNDMR, qu'on vous a diffusé. Donc n'hésitez pas à nous le redemander si vous ne l'avez pas, et qui est appuyé par 2 documents qui existent en ligne. On vous a envoyé les liens, vous pouvez y aller pour récupérer toute la nomenclature des maladies de la filière avec les codes ORFA associés classés par centre de référence et dans lesquels sont regroupées toutes les assertions diagnostiques proposées par les coordonnateurs des centres de référence. Et on a aussi un fichier de correspondance maladie gène, gène maladie et maladie code HPO. Les codes HPO vont commencer à se retrouver un petit peu partout dans les outils que vous allez utiliser pour saisir des données. Donc là, vous pouvez retrouver les codes HPO associés à nos maladies dans les outils que Bénédicte met à votre disposition en ligne. Donc, cet effort de saisie, elle est, je le disais, pour une action phare du plan qui est l'impasse diagnostique, pour laquelle la DGOS a demandé aux filières de s'engager via une lettre en septembre 2020. Nous, dans BrainTeam, on a choisi comme stratégie de renforcer et d'homogénéiser ces règles de codage avec notamment les outils dont je viens de parler. On n'a pas choisi de rajouter en fait un remplissage avec un nouveau set de données. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est un peu dans le respect de ce qu'on avait imaginé en termes de planning et de déploiement, puisqu'on a réussi à recruter 4 personnes support qui sont les ARC et les TEC de la filière, qui ont été déployées initialement sur les villes que j'ai indiquées ici sur cette carte de France et qui ont été déployées par rapport aux centres qui étaient demandeurs d'aide et de soutien et que nous aussi on avait identifié avec Bénédicte en regardant les chiffres qui nous étaient remontés par la BNDMR et on s'est dit là il y a un trou dans la raquette, il faut absolument qu'on aide ce centre. Donc ces ARC ont été déployés, ils le sont toujours en déploiement et en plus de cette saisie d'activité, ils ont aussi commencé à regarder et être une aide pour tout ce qui est assertion diagnostique pour identifier justement les patients en impasse. Donc ça, c'est la cartographie un peu du déploiement des aides des ARC. En 2021, quand ils sont arrivés, ils étaient déployés sur 4 sites hospitaliers et ils aidaient 11 centres. Au premier trimestre 2022, ils sont sur 8 sites hospitaliers et ils aident 18 centres. Comme le disait Anne-Sophie Lapointe tout à l'heure, là, on va s'engager en 2022 vers un arrêt progressif de cette saisie rétrospective d'activité 2021 pour ces centres, puis s'engager vers quelque chose de plus prospectif pour ne pas prendre trop de décalage de phase en termes d'entrée de données. Et bien sûr, on va les orienter vers un bascule, vers du data management des données projet impasse diagnostic, puisque c'est ce qui nous est demandé. Donc, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui vous présenter en termes de bilan pour l'impasse diagnostique dans les centres BrainTeam? Je vous ai mis dans l'histogramme la répartition de l'assertion diagnostique par rapport au nombre total des centres BrainTeam au jour de la semaine dernière, en fait. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en fait, on a 60% de ce que vous déclarez en termes d'assertion diagnostique qui concerne des diagnostics confirmés. On n'est que à 9% des dossiers qui sont déclarés en statut diagnostic indéterminé. Et je vous ai remis ici sur cet histogramme une visibilité pour vous montrer le type d'hétérogénéité de déclaration d'assertion diagnostique par centre de compétences
compétences cette fois-ci pour vous montrer que c'est très dépendant du type de maladie, du groupe de maladies que vous prenez en charge. Donc il n'y a pas de mauvais centre ou de meilleurs centres. C'est très dépendant, et vous le savez mieux que moi, que c'est dépendant des maladies. Si on fait un petit focus sur les 9% de dossiers qui sont déclarés en statut indéterminé, je vous ai mis en bas à gauche la répartition des patients qui représentent en fait ces dossiers en impasse. Vous voyez que le centre de référence neurogénétique est vraiment contributeur à hauteur de 58% de ces dossiers, suivis par les narcolepsies et les leucodystrophies. Et en fait, au 23 mars, en totalité, pour la filière Brain Team, on était à plus de 2000 dossiers qui étaient répertoriés en impasse diagnostique, ce qui est pour nous un indicateur par rapport au dynamisme qu'on va devoir mettre en place en année 3 de cette action impasse pour pouvoir porter notre effort de révision des dossiers avec une priorité peut-être sur la neurogénétique, mais on verra notre stratégie un petit peu en cours d'année avec l'équipe et puis avec les centres concernés. Quand on parle d'impasse diagnostique, très souvent on associe ça à l'errance diagnostique. Donc je vais passer à un autre sujet maintenant qui concerne tous les outils et toutes les idées que l'on met en place pour l'errance diagnostique. Alors ça s'inscrit dans un partenariat que je vous ai déjà présenté avec le Collège de la médecine générale, et je vais rebondir sur ce qu'Anne-Sophie Lapointe vous a dit tout à l'heure par rapport à cette action envers la médecine de première ligne, comme on dit parfois. Et nous, en fait, on a vraiment un partenariat entre les filières de santé maladies rares et le Collège qui nous permet d'atteindre en fait une cible de près de 40 000 médecins généralistes. On arrive à faire 3 à 4 emailing ciblés annuels auprès de cette communauté, et on produit avec un collège de médecins G des documents d'aide à l'orientation et au repérage des structures nationales existantes, puisque très souvent, comme le disait Anne-Sophie Lapointe, les médecins de première ligne ne connaissent pas les ressources nationales concernant les maladies rares. Donc le dernier outil qu'on a produit, il a été sorti en fait le 28 février dans le cadre de la Journée internationale des maladies rares. C'est un petit document qu'on a mis en exposition sur notre table à l'entrée, qui concerne en fait un petit guide d'orientation et de prise en charge pour le médecin G. Il a été présenté la semaine dernière en session plénière au Congrès de la médecine générale, et puis la salle était pleine et les médecins étaient extrêmement demandeurs de ce type d'information. Et il sera présenté également, il a été déjà au Congrès des médecins généralistes enseignants en décembre, et nous ont invités à revenir à leur prochain congrès. Un autre outil concernant l'errance, c'est un outil qui est déployé par une autre filière, qui est la filière FAI2R, et qui s'appelle les clés du diagnostic, et qui concerne en fait un outil qui permet de cibler à partir d'un signe clinique classique, un mode d'entrée éventuel dans une maladie rare, et de pouvoir ensuite guider le médecin généraliste vers des explorations plutôt peu invasives et peu coûteuses, et puis pouvoir ainsi aider à l'orientation vers un diagnostic de maladie rare éventuellement. Donc c'est un outil qui se présente comme ça, il est aussi en exposition sur la table, vous pouvez le consulter. Et l'idée, c'est qu'il a été présenté en copie en début d'année par le docteur Isabelle Melki de la filière FAI2R. L'ARS Hauts-de-France soutient le déploiement de cet outil, et plusieurs référents nationaux comme Orphanet, l'Alliance Maladies Rares et même les ERN veulent s'en emparer pour les diffuser. FAI2R souhaite partager leur méthodologie de travail pour produire ce type d'outils et lance un travail en interfilière. Je vous ai mis les quelques projets qui sont en couvence en fait avec certaines filières. Ce serait intéressant de savoir si vous, dans Brain Team, il y a des centres qui sont intéressés pour participer à ce type d'outils. Revenez vers nous et on essaye de monter ça. Je pense que ça peut être très intéressant pour nos maladies. Je vais continuer avec l'Observatoire des traitements, qui est également en fait une des actions du plan maladies rares, dans laquelle la DGOS a demandé aux filières de s'engager pour produire un observatoire des traitements qui sont prescrits dans le centre de référence maladies rares. Et ça fait écho à ce qu'on avait commencé de faire avant le Covid en janvier 2020, mais qui malheureusement a un petit peu avorté, c'était de recueillir auprès de vous quelles étaient vos prescriptions hors AMM les plus courantes. On avait répertorié comme ça 140 spécialités pharmaceutiques hors AMM que vous nous aviez déclarées, et pour 11 d'entre elles qui étaient communes à plusieurs de centres de référence de la filière. Cela dit, c'était un fichier Excel, c'était pas extrêmement formel, c'était compliqué de le partager, et puis il y avait éventuellement
également une hétérogénéité de saisie, puisque vous étiez libre de raconter ce que vous vouliez dans le fichier, avec toutes les erreurs possibles en termes de dénomination de spécialité pharmaceutique. En juillet 2021, la DGOS nous a fourni un cadre d'intervention pour le médicament un peu plus structuré, avec un set d'items qui ont été travaillés avec la DGS et qui correspondent pour la partie bleue 13 items qui vont nous aider à recueillir les caractéristiques des traitements, et puis pour les items jaunes sur le côté qui sont éventuellement comment enrichir la pratique avec des données d'efficacité et de sécurité du traitement. C'est un fichier qui se présente sous la forme d'un fichier Excel qui doit nous aider à formaliser le recensement de manière homogène dans toutes les filières. Une mise à jour est demandée régulièrement sur ce fichier et il doit être partagé au sein de la filière. C'est pour ça que nous, on a décidé de le substituer par la création d'une base de données à partir de la banque de données médicaments Teriac. Et ceci nous permettra de faciliter la saisie des données pour vous, en fait, puisque c'est vous qui allez être contributeur de cette base, avec une entrée initiale contrainte à partir d'un répertoire spécifique de noms de spécialité pharmaceutique. Donc, c'est plus vous qui allez devoir écrire le nom de la spécialité, mais vous allez être guidé. Et puis, le champ étant contraint, du coup, la donnée sera saisie de manière qualitative. De la même manière, pour l'association entre le traitement et la maladie, ce sera sous forme d'un champ contraint. On importe le référentiel Orphanet pour aider à mieux faire la correspondance de manière correcte entre la maladie et le traitement. Et puis, on a comme ça accès à des compléments d'information automatiques, donc ce n'est pas vous qui rentrez, sur en fait, des items supplémentaires d'intérêt concernant la spécialité pharmaceutique. Tout ça pour avoir des entrées homogènes, qualitatives, et même quand il y a des champs libres, on essaiera de mettre des cases à choix pour éviter que ce soit trop fastidieux à remplir de votre côté. C'est une interface que l'on veut ergonomique, avec une saisie simplifiée. Et attention, il n'y aura pas de données patients qui seront saisies. C'est vraiment que des données reliant la maladie et une spécialité thérapeutique. Et ceci nous permettra d'avoir une analyse et un repérage simplifié de toutes les problématiques éventuelles au niveau des prescriptions hors AMM. Donc l'interface est en cours de développement. Je ne vais pas vous la présenter aujourd'hui. On est en train de finaliser ce travail, et puis ce sera Lokang aussi qui reprendra ce projet et vous accompagnera quand la base sera disponible. Je parle d'accompagnement, mais je vais juste faire le focus sur deux actions 2021 de la filière. Une qui est déjà lancée, vous le connaissez, mais je vous en reparle, c'est le Centre national de ressources psychologiques, avec nos 2 psychologues coordinatrices qui sont là pour vous en termes de centre, et également aussi pour toutes nos associations de patients. Elles assurent en fait l'orientation des besoins, l'évaluation des besoins, et elles proposent un accompagnement. Elles ont une page internet dédiée sur notre site web, donc n'hésitez pas à les contacter. Elles ont un mail générique Brain Team. Elles sont vraiment là pour vous, donc n'hésitez pas, si vous avez des psychologues référentes dans vos centres, ou si vous manquez de ressources, n'hésitez pas à les solliciter également. Et puis le projet de droite, c'est celui qui a vraiment été travaillé en fin d'année dernière et on espère pouvoir déployer d'ici la fin du premier semestre. C'est un projet d'accompagnement des aidants de la filière. Ça tombe bien, il s'appelle Aidants, pour accompagnement interdisciplinaire des aidants dans nos maladies neurologiques. C'est un programme qui est co-construit avec nos experts aidants de notre filière. Il sera à destination des aidants des associations de patients qui sont associés à la filière Brain Team. Et un peu comme un programme ETP, il s'organise en modules d'accompagnement qui seront optionnels. Et également, ce sera Lokang qui sera en charge de déployer ce projet suite au départ de Perrine. Je vais présenter maintenant de manière rapide les appels à projets qui ont été soutenus par la filière en 2021, puisqu'on a lancé notre premier appel à projets pour soutenir les projets de centres de référence, d'associations de patients en transversal, et on veut évidemment soutenir des projets qui débutent et qui ne trouvent pas un financement évident dans d'autres types d'institutions de soutien à la recherche en France. Donc on a eu 5 projets qui ont été déposés par les centres de référence et un projet qui a été déposé par un collectif tripartite d'associations de patients. Ces projets ont été évalués par des évaluateurs internes et externes à la filière, avec des grilles de notation objectives, et doivent servir en fait à constituer un budget d'amorçage pour tous ces projets que l'on soutient. Donc les 2 que j'ai mis en jaune vont vous être présentés aujourd'hui, ce matin et cet après-midi. Donc je ne vais pas en parler plus. On espère pouvoir lancer notre deuxième appel à projet, aide au projet, à l'automne. On reviendra vers vous pour le lancement de cet appel à projet.
Je vais conclure cette présentation avec 3 slides sur la labellisation DCR et ce sera absolument pas redondant avec ce que vous a dit Anne-Sophie Lapointe, rassurez-vous. Je vais commencer par vous faire un petit état des lieux de la dernière campagne de relabellisation 2017 qui a pu aboutir à la constitution de 10 centres de référence coordonnateurs, 20 constitutifs et 142 centres de compétences dans Brand Team. Je vous ai mis sur l'histogramme la répartition des centres par centre coordonnateur et vous avez en gris le nombre de centres de compétences par réseau, et puis en coloré, en fait, ce sont les centres constitutifs avec à chaque fois leur type. Donc, quand c'est bleu, c'est un centre qui propose une complémentarité d'expertise. Quand c'est en orange, c'est une complémentarité, enfin une transition enfant-adulte. Et puis quand c'est en jaune, c'est un centre qui se justifie par la prévalence de la maladie sur le territoire. Si on regarde un petit peu comme ça en focus, on a en gros presque 30% des centres constitutifs qui sont dédiés à la transition enfant-adulte dans Brand Team. Est-ce que c'est déjà très bien? Est-ce que c'est pas suffisant? Je ne sais pas. On a 4 réseaux qui ne proposent pas, qui n'avaient pas proposé de constitutifs, qui n'en ont pas, et puis 3 qui en ont 1 à 2. Donc peut-être que là, il y aura des choses à repenser au niveau de la labellisation. C'est un état de fait, c'est absolument pas un jugement. En revanche, nous, par rapport à la labellisation et la prochaine campagne qui arrive, ce qu'on voudrait conseiller, c'est de recentrer vos réseaux autour de centres qui participent vraiment à vos missions de centres de référence. Comme le disait Anne-Sophie Lapointe, de ne pas oublier et de favoriser éventuellement le déploiement de toute la transition enfant-adulte dans vos réseaux et de ne pas oublier d'inclure les centres ultramarins qui doivent être au plus possible inclus dans vos réflexions. Et nous, comment on va accompagner en fait, comment on va vous accompagner durant la campagne? Christophe en a dit un petit peu de mots. Il va y avoir toute la partie en bleu qui concerne tout ce qui se passe en ce moment avant la diffusion de la note, c'est-à-dire qu'on va coordonner la révision des périmètres quand Christophe est sollicité éventuellement, ou quand il y a des nouvelles demandes, nous on va coordonner un petit peu ça. On a déjà commencé à réfléchir tous ensemble, on a déjà fait 2 réunions du Collège des centres depuis juillet 2021 pour vous accompagner et pour vous donner nos conseils d'accompagnement. Christophe le disait, il est disponible pour tous les entretiens, pour toutes les propositions d'intervention dans des réunions de CR. On l'a déjà fait avec Bénédicte plusieurs fois depuis l'année dernière. Et puis, on a décalé le conseil de filière qui d'habitude se tient en fin de journée comme aujourd'hui, à la sortie de la note ministérielle pour pouvoir adosser ce conseil à la sortie de la note et refaire une petite couche d'accompagnement. Quand les dossiers seront à votre disposition en fin mai, on espère, du coup, on accompagnera la rédaction et la production de ces dossiers comme on l'a fait à la dernière campagne en étant vraiment une vraie vigie sur les critères, sur ce que vous mettez avec une relecture attentive. Et puis, comme le disaient Christophe et Anne-Sophie, la filière émettra son avis pour chaque dossier et viendra défendre les dossiers auprès du jury. Ce qu'on voudrait vous redire aujourd'hui, c'est qu'il y a un seul dossier pour le centre qui est porté par le coordonnateur. Donc c'est un dossier unique qui sera cette fois-ci déposé sur une plateforme collaborative et ce ne sera pas un fichier Excel. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir vos codes ORFA quand vous allez déclarer vos maladies dans ces dossiers, parce qu'après Orphanet va récupérer vos déclarations dans ces dossiers et si vos codes sont faux, vos codes resteront faux pendant 5 ans. Donc après, ça peut être bloquant pour d'autres actions derrière, je pense à Bamara, etc. Et pareil, merci de nous indiquer les modalités de coordination avec votre plateforme locale concernant le remplissage de ces dossiers pour qu'on sache, nous, comment articuler notre soutien pour savoir si vous disposez ou pas d'un accompagnement local dans vos établissements. Vous le savez, un des critères d'activité pour la labellisation, c'est vos déclarations de fil active, même si ce n'est pas le critère essentiel, c'est quand même un critère très important. Et je vous ai remis un petit peu le bilan pour les centres en termes d'objectifs de saisie, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a l'entièreté des centres coordonnateurs aujourd'hui ont la file active requise pour la prochaine campagne de relabellisation. Nous, on a regardé tous les chiffres avec Bénédicte, on les a récupérés de la BNDMR, donc c'est pour ça qu'on s'est permis de faire un petit bilan ici. Pour les constitutifs, on a 85% des constitutifs qui ont atteint la file active, donc il y en a encore 1 ou 2 qui n'ont pas encore atteint les seuils aujourd'hui pour vraiment être dans les clous par rapport au seuil annoncé. Et puis pour les centres de compétences, je le disais tout à l'heure, il n'y en a que 57% qui ont justifié, qui peuvent justifier d'une activité dans Bamara, et 27% de ces 57% seulement ont la file active requise à ce jour. Donc comme le disait Anne-Sophie, en fait, pour ces centres de compétences,
S'il y en a certains qui veulent upgrader en constitutif éventuel, vous avez jusqu'à fin juillet pour vraiment pouvoir saisir votre activité 2021. Pour les centres de compétences qui veulent rester centres de compétences, essayez de privilégier plutôt votre saisie 2022 que votre activité 2021. Ne perdez pas de temps à remplir votre activité 21 d'ici juillet. Essayez de faire plutôt du prospectif. Et puis pour les 43% de centres qui sont de compétences qui ne sont pas encore actifs dans Bamara, essayez de l'être d'ici fin juillet en également privilégiant l'activité 2022. Et puis pour les 30% qui n'ont pas encore atteint la cible, pareil, essayez d'ici juillet 2022 de pouvoir saisir votre activité 2022. Je vais juste terminer avec une ressource. On produit beaucoup de ressources en interfilière et je vais faire le focus sur celle-ci qui est en bas à gauche, qui concerne le séquençage du génome. C'est un petit livret qu'on a produit en interfilière, qu'on a fait valider par le PFMG et qui peut accompagner vos patients dans la compréhension de leur séquençage génomique quand vous leur en proposez. Ce livret est adossé avec 2 petits flyers qui peuvent vous aider, vous, en consulte, à expliquer ce que c'est que le circuit en fait, de l'échantillon tel qu'il part dans le PFMG, pourquoi ça va prendre un petit peu de temps avant que le patient ait son résultat. Et puis il y a aussi un petit flyer qui réexplique ce que c'est le génome si jamais vous avez besoin de soutien et d'aide pendant de soutien, d'infographie pendant votre consulte. N'hésitez pas à vous emparer de ces outils et à les diffuser à vos conseillers en génétique. Et puis, nous avons plein d'outils web que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur un site interfilière, un portail unique où on rassemble en fait toutes les données d'informations et d'actualité pour toutes les filières. Donc, n'hésitez pas à le consulter pour être à jour de vos connaissances sur les 23 filières. Voilà, j'étais un peu vite, mais j'ai essayé d'être exhaustive. Merci. Merci, Sophie. Juste pour rebondir sur ce qui a été dit et pour modérer un peu les propos que j'ai eus tout à l'heure sur le filtre qu'aurait la filière par rapport à des demandes qui ne seraient pas dans les critères de labellisation, je mettrais une exception pour les territoires ultramarins. Je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion par rapport à ça. Moi, je demande à tous les coordonnateurs, aux animateurs des centres coordonnateurs, de réfléchir, d'essayer. Bien sûr, on ne pourra pas faire passer un dossier qui est très très loin des critères et des bases, mais je pense absolument, et je vois Rémi Bélance qui est là parmi nous, je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à être créatif. On a regretté lors du dernier jury de ne pas avoir assez de dossiers. Et je pense, encore une fois, je ne peux pas préjuger de la position du futur jury, mais le soutien qu'il faut apporter aux Outre-mer justifie qu'on soit créatif. La dernière fois, le jury l'a été, en acceptant notamment de sortir du cadre de la circulaire, puisque, par exemple, cela a permis à Hendaye d'être labellisé, alors que sur les critères de la précédente circulaire, c'était compliqué. Je peux te dire que ce critère-là n'est plus dans la nouvelle circulaire telle qu'elle se prépare. Donc, il n'y a plus de problème par rapport à cela. On a eu la discussion ensemble. Mais le jury avait pu être créatif quand ça répondait à un vrai besoin, une vraie demande, un vrai trou dans la raquette. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la situation des Outre-mer. Donc voilà, peut-être en étant créatif, en étant inventif, mais je crois que les coordonnateurs, il faut vraiment... et moi, je mettrai toute mon énergie, je le fais déjà depuis plusieurs mois, et je continuerai à le faire, d'essayer vraiment de peser pour qu'on puisse proposer au sein de notre plan maladie rare des propositions qui soient adaptées aux réalités de terrain qui ne sont clairement pas les mêmes qu'en métropole. Je voudrais revenir sur la question des biopsies cérébrales. Je m'interroge sur... l'indication, c'est pour les errances diagnostiques, j'imagine, pour certaines pathologies, mais avec l'avènement et le développement de la neurogénétique et de la neuroimagerie, pourquoi on arriverait à faire une biopsie? Est-ce qu'on a suffisamment de recul et de résolution de certains problèmes un peu difficiles pour autoriser ce type d'acte? C'est un acte qui n'est pas anodin. Deuxième remarque, je voulais profiter pour saluer ce qui a été dit par mes précédents collègues, c'est qu'effectivement, dans les pathologies rares, il y a une grande souffrance des familles, une très grande souffrance des familles. Malheureusement, il n'y a pas de prise en charge pour les familles. Alors, on fait appel à des collègues qui prennent de leur temps, qui consacrent énormément de temps pour recevoir les familles. Nous, en MPR, on organise des réunions de synthèse avec les familles qui tournent parfois un peu un soutien psychologique
ce qui n'est pas notre rôle premier. Et surtout, je vois en psychiatrie, par exemple, ils ont développé ce qu'on appelle les thérapies familiales. Et donc, je pense que c'est une activité qu'il faut entendre, qu'il faut développer et qu'il faut valoriser pour que ça soit rentable pour l'hôpital et que ce ne soit pas une activité qu'on fait de temps en temps grâce au bon vouloir de certains collègues. Il faut que ce soit systématique parce que, franchement, c'est pas évident de vivre avec une personne en situation de handicap. C'est très compliqué. Voilà. Bien sûr. Alors, la fin, on la partage bien sûr. Pour répondre à la première question, enfin, j'ai... C'est bien de partager, Oui. mais il faut mettre en place des actions correctives parce que c'est des situations pérennes qui durent depuis des années. On dit toujours la même chose, on partage, mais il faut mettre des actions. Oui, alors Voilà. là, on a montré des actions, par exemple, sur la plateforme, sur les soutiens psychologiques, les plateformes par rapport aux aidants. Là, dans la présentation qui a été faite par Sophie, il y avait plusieurs réponses au niveau de la filière à ce que vous évoquez là. Donc, quand je dis on partage, c'est en faisant comme on l'a montré. Sur la question des biopsies, j'ai d'éminents collègues dans la salle qui répondraient sûrement aussi bien, voire mieux que moi. L'idée, tout de même, j'ai pas souvenir en neurogénétique d'avoir eu l'envie de proposer une indication de biopsie cérébrale. Déjà, quand on propose une biopsie cérébrale, c'est qu'on a dans le champ des possibles une pathologie curable. Sinon, ça semble tout de même discutable. Et je pense qu'on est plutôt dans le champ de nos pathologies inflammatoires rares du système nerveux, où il peut y avoir des diagnostics différentiels et avec des traitements potentiels derrière. C'est dans ces hypothèses-là, mais peut-être, je ne sais pas si le collègue dans la salle veut compléter, mais c'est pas une alternative à l'exome ou au whole génome. On n'est pas du tout dans le même champ de pathologie.